Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission, le jury du dimanche e-radio ITV, e-radio, la première radiovision du Sénégal. Le JDD qui a le plaisir de recevoir Lansana Gagny Sakho, directeur général de l'Office national d'assainissement du Sénégal. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour Mamoudou, bonjour pour cette importante opportunité que vous nous donnez pour parler aux Sénégalais dans ces moments assez difficiles. Un DG sous tension, sous pression, la posture de monsieur assainissement du Sénégal ne doit pas être des plus confortables par ces temps d'inondation. Le directeur général de l'Office chargé du système d'évacuation des eaux est forcément pointé du doigt. Quelle est sa responsabilité dans les inondations? La question se pose d'autant plus qu'au niveau de l'opinion, plusieurs centaines de milliards de nos francs sont censés avoir été investis pour préserver le pays des images de zones envahies par des eaux de pluie avec leur lot de dégâts connus. Une situation dont le Sénégal aurait bien pu se passer pendant cette période de Covid-19, une pandémie, et c'est la bonne nouvelle dont le pays peut se targuer d'avoir bien géré jusqu'ici. Selon une étude réalisée par une structure américaine, le Sénégal arrive à la deuxième position, juste derrière la Nouvelle-Zélande, mais devant des puissances comme les États-Unis, l'Angleterre et la France sur un total de 36 pays dans le monde concernés par le classement. Mais revenons à la lancinante question des inondations. Lansana Gagny Sakho, vous êtes l'invité du JDD. Et vous êtes titulaire d'un MBA de l'Université du Québec à Montréal et de plusieurs autres diplômes comme celui d'ingénieur de l'École supérieure polytechnique de Dakar. Fort d'une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur privé, le DG de l'ONAS depuis 2017 a intégré l'administration publique sénégalaise en octobre 2014 avec la mise en place de l'Office des forages ruraux, OFOR. Il a mené avec succès, précise-t-il dans sa biographie, la première réforme de l'hydraulique rurale pour le gouvernement du Sénégal. Pour en dire davantage et pour en terminer sur le parcours de M. Sakho, il est professeur associé au Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAG, président des alumni de l'École supérieure polytechnique du Sénégal, résident du Centre africain d'intelligence économique CAVI et vice-président de l'Association africaine de l'eau pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, la première question, au regard de votre expérience justement, on peut supposer que vous êtes l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut dans le domaine de l'assainissement des villes et des campagnes sénégalaises. Les Sénégalais ne comprennent pas pourquoi le pays est encore inondé. Vous êtes un DG sous pression, vraiment, au vu de la situation actuelle. Merci Mamoudou. Je commencerai d'abord par parler de toute ma compassion dans ces périodes assez difficiles, périodes particulières, à une pluviométrie imprévisible. C'est jamais arrivé, je pense, depuis 1965, une pluie comme ça. DG sous pression, non. Je ne suis jamais sous pression. C'est parce que c'est difficile. C'est parce qu'il y a des défis énormes à relever que j'adore ce que je suis en train de faire. Et vous êtes très à l'aise aujourd'hui? Je suis toujours très très à l'aise. Vous savez, dans nos pays... Et les Sénégalais qui ne le sont pas, vous leur dites quoi? Non, il y a deux choses. Quand je dis je suis très à l'aise, oui, c'est que je suis à l'aise pour régler les problèmes. Dans nos pays, il ne faut pas être seulement bon. Il faut être bon et solide dans la tête, parce que si vous n'êtes pas solide dans la tête, ce que vous allez faire, vous allez tout laisser tomber. Je suis encore très, très fortement engagé pour trouver des solutions à ces problèmes des populations aujourd'hui. Pluviométrie exceptionnelle, je dis bien. On a eu 2018, il n'y a pas eu de bruit. On a eu 2019, on a eu 2020, pluviométrie exceptionnelle, 6 morts. En face, 1 mort. C'est même un mort de trop. En face, on a eu 50 morts au Niger, on a eu une centaine au Tchad. La Chine même a connu ces difficultés.
Heureusement, nous avons une structure qu'on appelle l'ONAS, créée depuis 1996. Heureusement, nous avons eu son Excellence le Président Macky Sall, qui a investi massivement dans les ouvrages structurants pour l'ONAS. S'il n'y avait pas ces ouvrages, je peux vous assurer que la situation aurait été beaucoup plus dramatique. Oui, mais que dire à ces Sénégalais angoissés et qui ont le moral dans la chaussette, pour ne pas dire dans les os aujourd'hui? Voilà, la première chose à leur dire à ces Sénégalais, c'est notre forte compassion. La seconde chose à leur dire, c'est que la volonté de régler les problèmes. Mais l'assainissement est un secteur dans lequel les investissements sont très lourds et s'amortissent dans la durée. Nous avons réglé beaucoup de problèmes. Nous avons réglé les problèmes à Ouest Foire, qui étaient impraticables, à Mont 4, à Mont 5, par plusieurs localités dans les parcelles assainies. Mais ça ne suffit pas encore. Je crois que le plus important, c'est d'être dans une dynamique, et nous sommes dans cette dynamique pour régler les problèmes. Mais justement, comment, en termes simples, pouvez-vous expliquer ces nouvelles inondations alors que plus de 750 milliards sont supposés être investis dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations? 2012-2020, on est à 2 années de l'échéance. Comment expliquer? Oui, en termes simples. En termes très simples. Comment expliquer? Oui. Commencez par expliquer qu'est-ce qui a été fait. Très pratique. D'accord? Commencez par expliquer qu'est-ce qui a été fait. Vous allez dans un quartier qu'on appelle Ndiawar Diagne, Diamaguène, Sikap Mbao, Nasroulaye, Diamaguène, Sikap Mbao. Vous allez à Cité Djonkhop, qui est à Sam Notaire. Vous allez à Médina Gounass, vous prenez les parcelles assainies, unité 24, unité 25, unité 23, unité 17. Vous allez au CICES, Ouest Foire. Vous allez devant la maison du Khalif des Layènes. Vous allez à HLM Rufisque. Vous allez, l'émission pendant 1 heure, on se serait mis à lister ce qui a été fait. Ces zones qui étaient inondées chaque année. Ces zones dans lesquelles les populations déménagées aujourd'hui n'ont pas connu d'inondation. Régler les problèmes, c'est un processus. Et nous sommes dans cette dynamique. Quand on parle d'inondation, on prend la zone de Dakar, il y a des points assez critiques, très difficiles, comme Kermassar, d'accord, qui est très très difficile. Comme par exemple, quand vous prenez les parcelles assainies, unité 15, unité 17. Pourquoi c'est difficile dans ces zones? C'est difficile dans ces zones parce qu'il n'y a pas d'ouvrage d'assainissement. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ouvrage. Oui, pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'ouvrage? Parce qu'on ne peut pas régler tous les problèmes en 1 an, en 2 ans. Nous avons un plan décennal de 10 ans que nous sommes en train de dérouler, qui nous ont permis de régler. Nous sommes dans cette dynamique. Amadou, il n'y a pas que l'assainissement. Nous sommes dans un pays avec plusieurs priorités. On parle des abris provisoires, ça fait partie des priorités. On parle de l'éducation, ça fait partie des priorités. Le Covid a montré que la santé est également des priorités. On fait des arbitrages et on travaille dans le temps pour régler. Les gens parlent souvent de plan décennal. Ce plan a le mérite d'exister. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, depuis les indépendances, que nous parlons de plan décennal de lutte contre les inondations. En face de ce plan, nous avons également des investissements qui sont en cours, qui tournent autour de 260 milliards de francs CFA, qui sont en cours. Maintenant, on peut revenir sur le plan décennal de lutte contre les inondations, si oui, vous voulez. Mais justement, l'opposition conteste les chiffres annoncés. On a entendu cette semaine le leader des PASTEF, Ousmane Sonko, avancer que seuls 48 milliards des 765 milliards, et là on passe même de 750 à 765 milliards, ont été mobilisés et exécutés. Seulement 48 milliards. Que répondez-vous? Ce que je réponds à cette question, c'est d'abord comprendre la nature d'un plan. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on reste un peu sur ce plan et que le débat soit clos après. Oui, mais ce plan, parce que c'est aussi de gros montants qui sont Je vais répondre. Oui. Quand vous faites un plan, vous dites j'ai envie de dépenser 765 milliards de francs CFA. C'est 764,5. Après, sur les 764... Maintenant, on ne parle plus de 750, mais de 764,5 milliards. Très bien. Ça, c'est un plan. J'ai envie de mobiliser 764,5. Je vais mobiliser. On n'est pas dans une linéarité dans laquelle on dit si je dois dépenser 764,5 et chaque année je dois dépenser
64,5. Ce n'est pas ça un plan. Je vais dépenser en fonction de ce que je peux mobiliser. Maintenant, ce plan, il est structuré en 3. Vous avez, pour l'aménagement du territoire, 5,5 milliards de francs CFA. Vous avez pour la restructuration urbaine et les relogements, 483 milliards. Et vous avez la gestion des eaux pluviales, 276 milliards. Donc, vous avez trois strates. Dans ces 276 milliards, c'est là où intervient l'ONAS. Vous avez l'ONAS, vous avez l'Agence de développement municipal, vous avez l'APIX et vous avez 2 autres. Dans ces 276 milliards, l'ONAS est à 80, l'ONAS seul, à date d'aujourd'hui, est à 80 milliards de francs CFA. Monsieur Sonko dit, 48 plan, milliards. Maximum 40. Je le mets au défi de venir à l'ONAS lundi. Je lui montre pièce par pièce l'ensemble des montants qui ont été dépassés. Uniquement à l'ONAS, nous sommes à 80 milliards. Je le mets au défi. Il faut parfois, quand un pays est dans des tourmentes de ce genre, qu'on laisse tomber la politique et qu'on soit objectif. L'information, il faut aller la chercher où elle est, la trouver avant de parler aux populations. Je le mets au défi, je dis bien je le mets au défi, de venir à l'ONAS lundi matin, avec qui il veut, je lui montre dans les détails, 80 milliards dépensés, et on va aller voir site par site. Il faut parfois qu'on sorte de la politique et qu'on essaie d'arrêter de tromper les populations. Très bien. Alors, oui. Est-ce que maintenant, parce que c'est une question que les Sénégalais se posent, vous avez investi effectivement 764 milliards, on n'a pas investi. On avait un programme de décaissement de 765 milliards. Nous sommes à 2 ans de la fin du programme. Ouais. Il y a d'autres étapes qui vont suivre. Peut-être qu'on va terminer. C'est d'une intention de mobilisation. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été mobilisé et effectivement investi? L'information que je peux donner de façon objective, c'est que dans les 264 milliards qui concernent les eaux pluviales, pour l'ONAS, nous sommes à autour de 80 milliards de francs CFA, largement supérieur aux 40 milliards dont on parle. Et c'est dans cette partie de lutte contre les gestions des inondations qu'on va éventuellement travailler pour régler le problème de Keur Massar l'année prochaine si le financement est mobilisé. Vous avez un plan, l'intention de mobiliser et ce qui est mobilisé réellement. Prêt pour un audit, pour une audition par l'Assemblée nationale qui a décidé aussi de se saisir de ce dossier pour justement voir ce qui a effectivement été mobilisé. Vous êtes prêt vraiment à vous soumettre à un exercice de transparence totale? L'Assemblée nationale, c'est trop loin. Il faut mettre en place des procédures. Je suis prêt. La société civile et ceux qui disent qu'on a dépensé 40 milliards. Lundi, je ne dis pas après-demain. Lundi, c'est après-demain. Je ne dis pas mardi, je ne dis pas mercredi. On leur montre tout ce qui a été fait. On va visiter les zones et on va interroger les populations. Très bien. Je pense que l'information, il faut aller la chercher et ne pas créer de buzz autour. Ce qui a été dit, c'est une intention. Mais ça, c'est le plan décennal de lutte contre les inondations. Derrière ce plan décennal de lutte contre les inondations, il y a aussi des choses importantes qui ont été faites. Vous avez ce qu'on appelle le projet de dépollution nord de Dakar. 40 milliards de francs CFA, qui est en train d'être exécuté à Cambérène, qui va permettre de passer d'une station qui est à 20 000 m3 jour de traitement à 90 m3 jour. Nous sommes là dans la perspective. Très bien. Vous avez le projet de dépollution de la baie d'Anne qui va démarrer. Vous avez le projet des 10 villes. Ça n'a rien à voir avec ce montant qui est prévu. On va parler de ça pour ce qui est de l'avenir, mais parlons du présent. Lansana Gagny Sakho, DG de l'ONAS. Les populations sont inondées. Est-ce que, franchement, l'assainissement n'a pas failli quelque part? Malgré les explications données, comme quoi que nous avons reçu beaucoup d'eau, il y a même d'autres pluies, fortes pluies qui sont annoncées, mais est-ce que l'assainissement n'a pas failli? Est-ce que vous avez curé? Est-ce que vous avez bien préparé cet hivernage, sachant que, bon, voilà, des pluies vont venir? C'est là, d'ailleurs, qu'on a semblé, ou qu'on reproche carrément aux autorités de n'avoir pas anticipé.
est-ce que l'assainissement n'a pas failli? L'assainissement, c'est 2 volets. Vous avez la gestion des eaux pluviales, vous avez la gestion des eaux usées. La gestion des eaux pluviales, c'est 3 mois, hivernage. La gestion des eaux usées, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Quand on dit est-ce qu'un secteur particulier a failli, il faut aller sur des indicateurs. Il faut aller sur des indicateurs. L'indicateur que nous avons, en 2012, le taux d'accès à l'assainissement, là je parle des eaux usées, après on reviendra sur les eaux pluviales, était de 62%, le taux d'accès. Nous sommes passés de 62% à 67%, des chiffres vérifiables et validés par tous ceux qui travaillent avec l'État du Sénégal. Nous sommes passés donc de 62% à 67% de taux d'accès. Ça peut être très technique, mais on compare avec l'Afrique au sud du Sahara, qui est dans une moyenne de 47,2%. Le Sénégal a à peu près 20 points d'avance. Il y a encore des choses à faire. Sur cette base, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on a une politique publique en général en matière d'assainissement qui n'a pas fonctionné. Donc sur l'assainissement eau usée, il y a des efforts importants qui sont des résultats qui sont validés. Ça, c'est le premier point. Maintenant, quand on vient sur la gestion des inondations, je ne peux pas dire que parce que nous avons une pluviométrie exceptionnelle, que certains quartiers de Dakar ont été inondés, que nous avons échoué. Non, je ne peux pas le dire et je ne veux pas l'accepter. La Chine a été inondée. Est-ce qu'on va dire que la Chine a échoué dans toute sa politique d'assainissement? Est-ce qu'on va dire que le Tchad a échoué? Est-ce qu'on va dire que le Niger a échoué? Je peux vous dire une chose. S'il n'y avait pas tous ces ouvrages d'assainissement, ces investissements dans les ouvrages structurants, si on était resté à 2012, la situation qui avait été trouvée, je pense qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas de 6 morts. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne pourrait sortir de sa maison. Il y a des efforts immenses. Il y en a qui ne peuvent plus presque sortir de leur maison. Mais Keur Massar, vous avez des gens qui sont... Vous avez Keur Massar, mais bien sûr. Qui cuisinent dans l'eau, qui font tout dans l'eau. Je ne le nie pas. Oui. Je ne le nie pas, mais c'est dû à une situation exceptionnelle. Et nous sommes en train de travailler. On ne peut pas prendre une particularité. Il faut vivre avec comme on est en train d'apprendre de vivre avec la Covid. Je ne vais jamais dire qu'il faut vivre avec. Oui. Je ne vais jamais dire. Et nous ne sommes pas dans une dynamique de vivre avec. Nous sommes dans une dynamique de régler les problèmes. Il y a des situations ponctuelles qui sont liées à la forte pluviométrie et nous sommes en train de travailler. Et je profite encore une fois pour exprimer toute notre compassion vis-à-vis de ces populations sénégalaises qui vivent dans des moments assez difficiles. Très bien. Lansana Gagny Sakho est le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, et il est l'invité du jury du dimanche e-radio ITV. Beaucoup de questions posées par les Sénégalais, c'est même un des records avec les interpellations qui vous sont adressées. Ça aurait pu faire même 1 ou 2 émissions, mais on va quand même en citer quelques-unes. Saliou Diop, qui a une préoccupation particulière. Pouvez-vous nous dire concrètement le travail effectué par l'ONAS sous votre direction à Grand Yoff, Nawet ak Nord, la route de la police de Grand Yoff Mingita? Autrement dit, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, la route qui mène à la police de Grand Yoff est toujours inondée. Cheikh Binam Entelo, gouverner c'est prévoir. Suite aux nombreuses alertes sur les fortes pluies de la saison, l'État revient pour s'engouffrer dans le principe de l'universalité des précipitations du Sénégal rek moo suux. Est-ce que l'État est dans ses bottes pour pouvoir réellement faire des inondations un mauvais souvenir? Avez-vous le sentiment de regret lorsque vous entendez dire un ministre de l'Intérieur que l'investissement sur les inondations est ingrat? Voilà. Toute une série de questions. Grand Yoff d'abord. Grand Yoff est à l'image de ce que nous vivons à la Médina. Vous avez des rues qui sont toujours mouillées. Grand Yoff est à l'image de ce que nous vivons dans une partie des parcelles assainies. Grand Yoff, vous avez dimensionné des conduites pour 10 personnes, c'est un exemple. Au bout d'une année, vous avez 20 personnes. Au bout d'une année, vous avez des gens qui construisent sur les emprises. Après, naturellement, ce que vous avez, la conduite devient sous-dimensionnée. Grand Yoff, nous sommes en train aujourd'hui de travailler avec une société
pour renouveler l'ensemble des conduites. Et on a commencé mais dans la zone de captage. Sa question, c'est de dire, mais qu'est-ce que vous avez concrètement fait à Grand Yoff? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans une dynamique de remplacer cette conduite qui est aujourd'hui sous-dimensionnée et sur laquelle, en effet, il a parfaitement raison, il y a des problèmes. D'accord? C'est ce que nous sommes en train de faire sur Grand Yoff. Oui. Gouverner... oui, gouverner, c'est prévoir. Il dit que, oui, on dit qu'il y a de fortes pluies, mais pourquoi n'avoir pas prévu tout ça pour faire des inondations? Un mauvais souvenir, et il vous demande également ce que vous pensez des déclarations du ministre de l'Intérieur qui dit que l'investissement sur les inondations est ingrat. L'investissement sur les inondations est ingrat pour d'abord deux raisons. Au niveau institutionnel, parce que les investissements sur les inondations ne feront jamais élire. C'est plus facile d'inaugurer un château d'eau que tout le monde va voir que de prendre des ouvrages, de les enterrer que personne ne va voir. Je sais qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits. L'investissement sur les inondations, c'est également ingrat. Aujourd'hui, l'ONAS, nous avons 300 personnes, je dis bien 300 personnes qui sont en permanence sur le terrain. J'ai une vingtaine de staff de l'ONAS, des directeurs qui ne dorment jamais, qui sont toujours aux aguets pour assister les populations. Mais demain, on va leur dire, monsieur, vous ne faites rien du tout. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faudrait le prendre. Mais nous, à l'ONAS, nous avons fait le choix de faire ce métier qui est ingrat. Et nous en assumons naturellement toutes les conséquences. Et nous en sommes fiers, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est parce que la mission elle est difficile que nous avons fait le choix de l'exécuter. Et c'est en ce sens que je pense qu'il y a une ingratitude un peu. Mais ça reste une mission de service public. Il faudrait bien quelqu'un qui s'appelle le général Seck, également des sapeurs-pompiers qui ne dort pas. Il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle Lansana Gagné Sakho, qui est directeur également général de l'ONAS. Il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle Pedre Si, que ses enfants ne voient pas. Il faudrait que des gens s'engouffrent pour régler ces problèmes. Et je pense que c'est en ce sens que le ministre de l'Intérieur dit que c'est un métier, c'est quelque chose de relativement ingrat. Gouverner, c'est prévoir. Un autre président avait ajouté, il faut prévoir avant de gouverner. Gouverner, c'est prévoir, en effet. C'est parce que gouverner, c'est prévoir que nous avons une cinquantaine de plans directeurs d'assainissement. C'est parce que gouverner, c'est prévoir que nous sommes en train de mettre en route des projets de près de 260 milliards de francs CFA. Mais qui pouvait prévoir Katrina à New Orleans, aux États-Unis? On nous a dit il y a 2 ans, je vais vous dire, il y a 2 ans, on nous aurait dit il y a 12 mois qu'il y aurait ces inondations. On n'aurait pas la capacité. Il faut qu'on soit honnête. Avoir les capacités, c'est quoi? C'est changer très rapidement tous les ouvrages sur 2 ans. C'est mobiliser les ressources. Encore une fois, gouverner, c'est prévoir, mais on ne peut pas prévoir on ne peut pas prévoir des réactions face à des catastrophes qui sont naturelles. Vous pensez gouverner, c'est prévoir également? Vous avez parfois des tremblements de terre au Japon et des quartiers entiers qui tombent. Des quartiers entiers qui sont engloutis. Est-ce qu'à ces gens, on va dire, vous n'avez pas prévu des tremblements de terre? Mais justement, il faut aussi rassurer. Question très simple. Que va-t-il se passer si dans les prochaines heures, on avait encore de fortes pluies comme celle de la dernière fois? Si dans les prochaines heures, nous allons avoir de fortes pluies comme la prochaine fois, oui, nous allons continuer à avoir des comme la dernière fois, oui. Comme la dernière fois, oui. Ou par exemple, je prends un exemple, Sokone, vous avez reçu 240 mm de pluie alors que Sokone sur l'année en reçoit 600. Oui. Si ça arrive exactement la même chose, ce qui va se passer, nous allons encore avoir des inondations, mais avec le plan Orsec, avec les moyens supplémentaires qui ont été mis en place, nos équipes vont réagir plus rapidement. 10 milliards, disons 7 pour faire face et 3 milliards pour aider les populations dans les vivres, de l'argent et autres. Vous pensez que ça pourra résister? 7 milliards pour régler un problème ponctuel. Oui. Mais je pense que le plus important, c'est ce que nous allons faire après. Ce que nous allons faire après, c'est continuer à investir massivement dans les ouvrages structurants. On entendra tout à l'heure des questions audio. Mais continuons. Tout à l'heure, parlant de Grand Yoff, vous dites que la conduite n'est plus adaptée. Peut-être c'est du point de vue technique, mais vous semblez également
défendre la thèse qu'il faut maîtriser la démographie. Mohamed Traoré qui vous dit, mais comment peut-on lier ces inondations à la natalité? Parce que vous avez eu à le dire dans des déclarations antérieures, et il vous provoque un peu en disant quel est votre travail à l'ONAS. Lier les inondations à la natalité? Merci de me donner cette opportunité. C'est peut-être un point, je pense, qu'il faut préciser. C'est lier les inondations au développement de l'urbanisation, plutôt. Pourquoi lier les inondations au développement de l'urbanisation? Quand vous avez l'urbanisation qui se développe, qu'est-ce que vous faites? Vous imperméabilisez les sols. Quand vous imperméabilisez les sols, vous ne permettez plus à l'eau de circuler. En 1980, quand on avait des pluies, 80% des eaux, je dis bien 80% des eaux allaient à l'infiltration dans le sol, et il n'y avait que 20% qui ruisselaient. Aujourd'hui, quand il pleut, vous avez 20% des eaux qui vont à l'infiltration et 80% des sols qui ruissellent. Pourquoi? Parce qu'avec avec le développement exponentiel de l'urbanisation, l'eau n'a plus de voie de passage. Et c'est ça qui amène les inondations. Voilà. C'est comme ça que je voulais placer le contexte. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Oui. Ce que nous devons faire maintenant... Vous n'avez pas semblé dire que c'est parce que nous faisons trop d'enfants qu'on crée des problèmes aussi d'assainissement, d'urbanisation. Je ne peux pas le dire. Il y a des problèmes d'urbanisation. Parce qu'il y a ce discours aussi qui existe quelque part, qui dit oui, en Afrique, surtout dans certains pays, il y a trop de naissances, c'est en moyenne... 8 enfants, oui, par... Mamadou, discutons de façon objective par rapport à ça. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a une urbanisation galopante sur notre continent? C'est une question que je pose. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a une urbanisation très galopante sur notre pays, sur le continent africain, ce n'est pas quelque chose qui est proche à l'Afrique, qui pose des problèmes d'accès à l'eau, qui pose des problèmes d'éducation, également, qui pose des problèmes sur l'assainissement. Sur l'assainissement, techniquement, comme je dis, techniquement, c'est parce que nous avons une très forte imperméabilisation des sols qui fait que tous les espaces qui étaient même utilisés pour permettre le drainage des eaux sont occupés en réalité. Voilà, c'est ça. Donc, vous ne mettez pas en cause les naissances? Je ne peux pas dire... Il faut qu'on soit honnête avec nous. Quand vous avez... C'est vraiment pas quelque chose de propre au Sénégal. Quand vous créez de la richesse sur le plan économique et que vous voulez avoir un équilibre, il faut que le taux de création de cette richesse et le taux de natalité, que vous arriviez à créer une asymptote. D'accord? Si vous arrivez à avoir un gap très important, naturellement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la pauvreté qui va se développer de plus en plus. Et je crois que là, on va rentrer peut-être dans l'économie. Ce que les pays africains sont en train de faire aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de travailler pour créer beaucoup plus de richesses en interne, pour régler les problèmes d'éducation, pour régler les problèmes de santé. Alors, Ibrahima Bousso, qui dit, toujours dans ce sillage de partage des responsabilités, c'est vrai, il a relevé qu'il n'est pas très convaincu par l'explication qu'on a eue de très fortes précipitations qui expliquent les inondations. Il pense que l'État aurait dû anticiper, mais dans le sillage du partage des responsabilités, il vous demande votre sentiment. Peut-on parler du manque de citoyenneté des populations ou plutôt d'un travail mal fait? Ce serait quoi? Je ne peux pas parler de manque de citoyenneté des populations. Je pense qu'il y a un problème d'information et un problème d'impact sur ce qui est fait. Quand l'ONAS fait un regard, quand l'ONAS fait une conduite, quelqu'un vient, il construit dessus. Quand nous avons un problème, nous avons des difficultés pour réagir. Quand vous allez dans la zone de captage, ou là à côté de vous, le canal 4, qui est un canal de drainage des eaux pluviales, et qu'on le transforme en dépotoir d'ordures. Naturellement, quand les pluies tombent, l'eau ne peut pas circuler pour aller en mer. Voilà, je pense qu'il y a tout ça l'un dans l'autre. Mais je ne crois pas forcément que ce soit un manque de citoyenneté. Je pense que c'est plutôt un manque de connaissance de certains actes que nous posons sur notre environnement. Et notre travail de tous les jours avec les maires, c'est d'essayer d'expliquer aux populations pour qu'on sache un peu quels sont les effets de certains de nos actes sur notre cadre de vie.
Voilà, je pense que ce problème, il est réel, il existe. Hein. Voilà, c'est ça. Je pense qu'à ce niveau, c'est ça. Oui, et puis il y a peut-être des aspects techniques. Quand vous disiez tout à l'heure qu'à Grand Yoff, on a un problème peut-être de dimension de la conduite, est-ce que ce ne sont pas vos conduites qu'il faudrait revoir aussi? Ce n'est pas forcément les conduites. Les conduites. Leur dimension. L'exemple de Grand Yoff est peut-être très loin, parce que Grand Yoff, c'est un quartier qui est récent. Oui. Vous prenez la Médina. Oui. Les conduites de la Médina datent des années 60. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, la configuration de Grand Yoff n'a rien à voir, de la Médina n'a rien à voir avec la configuration 60 et maintenant. Ça fait 60 ans. Cette conduite de Grand Yoff, elle ne peut plus supporter les flux. La Médina est devenue un quartier avec plein d'immeubles. C'est la même chose à la Gueule-Tapée, c'est la même chose à Fass, c'est la même chose dans les SICAP. Oui, même des quartiers résidentiels. Même les quartiers résidentiels. Oui, à Fann Résidence, il y a des endroits là, on voit qu'il n'y a pas à proprement parler d'inondation, mais il y a quand même de l'eau qui a tendance à stagner. Voilà. Vous allez aux Almadies où on a mis des milliards, c'est le même phénomène qu'on peut observer. Mais comment on peut l'expliquer? Voilà, l'inexistence d'un système. Non, on ne dit pas que je vais revenir. Oui, c'est quoi le problème? La Médina, les conduites ne sont plus adaptées naturellement, ça ne passe plus. Je ne suis pas en train de dire que les autres n'ont pas fait le travail. Les conduites de la Médina datent des années 60. On aurait dû les remplacer depuis très longtemps, ça n'a pas été fait. Et je pense que ça, c'est un des premiers problèmes que nous avons. Il fallait renouveler toutes ces conduites. Dans le passé, pas maintenant, les conduites datent de 60 ans. Nous avons aujourd'hui commencé avec une entreprise. Vous allez sur la corniche, à côté des cimetières, sur votre droite, vous verrez qu'il y a une base de chantier. Cette base de chantier, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va renouveler les conduites de la Médina, de Rebeuss et de la Gueule-Tapée. On aurait dû faire ça à l'échelle du pays. On aurait dû le faire dans les SICAP. On aurait dû le faire dans les parcelles. On aurait dû le faire. Mais le budget de l'État n'est pas élastique à l'infini. Nous sommes dans une logique de renouveler. Ça, c'est la Médina, qui est due à la vétusté des conduites. Maintenant, vous me parlez des Almadies. Vous me parlez de Fann Résidence. Un vrai scandale. Sincèrement. Les Almadies, non, je le dis parce que, mais on prend les Almadies, mais c'est des milliards et des milliards. Peut-être la plus petite maison aux Almadies tournerait autour de 100 millions de francs CFA. Pourquoi les Almadies? Regardez les Almadies, il y a 10 ans, les Almadies maintenant. Il y a plein d'immeubles qui ont poussé aux Almadies. Vous allez la même chose à Fann Résidence. Vous allez ici au point 1. Ouais, c'était des maisons basses. Au point 1, oui. Le réseau ne peut plus supporter, le réseau ne peut plus supporter aujourd'hui toutes ces constructions. Ça appelle quoi? Oui, mais au-delà du constat, je vais répondre. Qui choque un peu quand même certains citoyens qui disent mais l'État ne doit pas anticiper. Non, ce n'est pas une question d'anticipation. Je vais répondre. Il faut qu'on termine, il faut qu'on aille jusqu'à la logique. Oui. Vous faites un immeuble 10 étages. Vous faites, je dis, chaque palier 2 appartements que vous vendez à 200 millions. Oui. Vous payez la même chose que Mamadou Ibrahim qui est dans sa maison. Ce qu'il faut, c'est qu'on réfléchisse un peu plus, faire payer à des bâtiments comme ça ce qu'on appelle la taxe d'imperméabilisation. Parce que quand vous construisez un immeuble comme ça, vous allez accélérer les problèmes de drainage des eaux pluviales qui vont se pousser dans le futur. Nous sommes dans la réflexion. Je pense qu'il y a certains aménagements qu'il faut amener dans le code de l'urbanisme. Une nouvelle taxe liée à ça. Parce que quand vous faites un immeuble, il y a un immeuble ici devant nous. Quand ça va finir, je ne suis pas certain que le réseau va le supporter. Oui, on a des taxes qui sont obsolètes et nous sommes en train de travailler dessus. Oui, mais une fois l'argent collecté, il faut qu'il soit quand même réinvesti pour avoir un réseau qui est capable de tenir cette taxe, malheureusement, n'existe pas encore. Oui. Et c'est là, moi, je suis dans les perspectives de prise de solution. On peut l'appeler taxe d'imperméabilisation. D'accord. Parce que vous participez à l'imperméabilisation des sols. Ça, c'est le premier point sur lequel nous devons travailler. Le réseau des Almadies date de l'OCI. On l'avait fait uniquement pour l'OCI. L'État a fait beaucoup d'investissements pour augmenter sa capacité qui permet aujourd'hui de prendre en charge certains quartiers, mais pas tout. Je reconnais. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une dynamique. Nous sommes dans une dynamique de régler tous ces problèmes pour étendre la taille du réseau. Encore une fois,
il n'y a pas que l'assainissement dans les dépenses prioritaires de l'État. Vous avez l'assainissement, vous avez l'éducation, vous avez la santé. La dynamique, elle est enclenchée. La dynamique, c'est de régler des problèmes. Très bien. Alors, on poursuit sur ces séries de questions, mais c'est à peu près dans le même tempo que ce qu'on est en train d'évoquer. Le jury du dimanche iRadio ITV reçoit Lansana Gagny Sakho, directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS. Ibrahima Bousso, que comptez-vous faire pour les maisons construites au-dessus du collecteur de Hann, vieux de plus de 75 ans? Avez-vous prévu des réflexions? Monsieur Oumar Ly, qui vous dit, Monsieur Sakho, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment la SNHLM a pu construire des maisons sur des canaux sans que l'État ne soit au courant. Selon vous, quelle est la solution pour régler ce problème? Et Djeidi Wagé, qui a une préoccupation sur les 750 milliards, mais maintenant on sait que c'est 764 milliards,5 milliards. Et également, il revient sur les déclarations de M. Sonko qui parlait de 48 milliards. Mais vous avez répondu à cette question. Alors, le collecteur de Fann, c'est Hann Fann ou Fann? C'est Hann Fann. Hann Fann. C'est un collecteur de 8 km. C'est un collecteur de 8 km. Et c'est là où je dis, je ne pense pas que ce soit de mauvais comportement des citoyens. Personne ne peut avoir sa maison, venir construire sur le collecteur sans savoir que si on savait qu'il y avait des dangers, je ne crois pas que les populations l'auraient fait. C'est un collecteur de 8 km, 75 ans d'âge, 70 ans, 75 ans d'âge. Et c'est là où le défi est encore plus important. Ce collecteur, je pense qu'on n'aurait pas attendu 75 ans pour dire est-ce qu'on va le remplacer ou pas. Ce travail aurait dû faire par d'autres, mais ça n'a pas été fait. On va prendre la responsabilité de le faire. Quand vous dites d'autres, c'est ceux qui sont passés avant. Non, laissez-moi terminer. Le président Macky Sall est au pouvoir depuis quand même 2012. Le président Macky Sall est au pouvoir depuis 2012. Mais, ce collecteur, même si sa séquence temporelle est plus petite comparée aux autres séquences temporelles. Il est au pouvoir au pouvoir depuis 2012, en effet. Oui. Mais ce collecteur, le bon sens aurait voulu qu'il soit remplacé en 1980. Le bon sens aurait voulu qu'on l'ait remplacé en 1980. D'accord. Le régime socialiste n'a rien fait. Après, il y a les libéraux qui ont passé 12 ans. Mais le président Macky Sall était quand même là. Il est là. Responsabilité partagée. Non, on a un régime présidentiel. Avec ceux qui gouvernent aujourd'hui. Vous êtes interpellé. Voilà. Je suis interpellé sur le collecteur Hann Fann. Je pense qu'on devrait, je parle vraiment au conditionnel, pour que demain on ne dise pas c'est Lansana Gagny Sakho qui a commencé. 80 milliards, ça va coûter. Je pense qu'on devrait commencer les travaux dans le courant du premier trimestre 2021. Le financement est déjà bouclé. Comment nous allons faire? Rassurer d'abord les populations. Dans la mesure du possible, on évitera de casser des maisons et on fera une conduite parallèle. Mais le financement est quasi bouclé, 80 milliards de francs CFA, et on souhaite démarrer les travaux dans le premier trimestre de l'année 2021. On a eu un affaissement aux HLM. Oui. On l'a réparé très rapidement. On a eu un autre affaissement à Bob récemment, et nous sommes en train de demander aux populations de sortir pour régler ça. Mais ça, c'est des mesures qui sont ponctuelles. La mesure structurelle, c'est arriver à travailler sur tout le collecteur Hann Fann, et comme ça, on n'en parle plus. Comme je vous dis encore une fois, on devrait pouvoir démarrer la réhabilitation du collecteur Hann Fann dans son intégralité dans le premier trimestre de 2020, dans le premier trimestre de 2021. Pour finir quand? Les travaux vont durer peut-être 1 an et demi. Oui. Maintenant, SNHLM. Très bonne question. Je pense qu'au-delà de SNHLM, il faut aller dans une logique de promoteur immobilier, public comme privé. Ce que je vais dire n'est pas dans une logique d'accusation. Mais je crois qu'il faut qu'on revoie un peu les codes que nous avons avec les promoteurs privés. D'abord, dans la réception des lots, un promoteur privé n'a pas vocation à faire des routes. Un promoteur privé n'a pas vocation à faire des réseaux d'assainissement parce que ça n'est pas son métier. Je crois que dans les autorisations qu'on donne de construire,
il faudrait que l'État arrive à dire aux promoteurs privés que les routes et les réseaux de drainage, il faudrait que ce soit fait. Le promoteur privé devra payer le prix qu'il faut par l'ONAS si c'est les réseaux d'assainissement et par l'AGEROUTE. D'autant plus que, après ces travaux, tous ces ouvrages vont tomber dans le patrimoine ou de l'AGEROUTE ou de l'ONAS. Mais c'est ce qui se fait dans les autres pays développés en fait. Après, les responsabilités sont partagées. Regardez la SICAP. Les SICAP, il y a certes de petits problèmes, mais Sacré-Cœur 1, vous ne verrez jamais de problème d'inondation. Et pourtant, Sacré-Cœur 1 a été construite par la société immobilière du Cap-Vert, la SICAP. Je crois qu'il faudrait qu'on arrive à retourner aux fondamentaux. Voilà. Donc, vous invitez SNHLM à se conformer un peu plus aux normes. Cette norme n'existe pas en réalité, oui. Mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse un peu dans les relations que l'on devrait avoir avec l'ensemble des promoteurs privés pour éviter de tels problèmes. C'est pas seulement SNHLM. Vous allez avant-hier, j'étais à la cité Hilal à Rufisque. Je ne dirai pas le nom du promoteur, mais ils ont exactement les mêmes problèmes. La cité est construite sur le lit d'un lac. Et naturellement, quand ça arrive, vous avez des problèmes. Mais je pense que c'est une question d'arrangement institutionnel qu'il faudrait qu'on arrive à mettre en place. On va écouter quelques audios d'autres Sénégalais qui vous interpellent. Lansana Gagny Sakho. waaw damay laaj rek mbirum assainissement boobu ñuy wax ndax état bi dafa yëkkati xaalis bi mu yëkkale pour dimbalee ko def ko ci assainissement ak ñi nekk ci mbënd mi d'accord naam am na mais xaalis bi ndax Dakar rek lañ ko jagleel wala capital régional yi ndax tey majorité département yi nekk Sénégal yi ci ëpp tali yi ay piste rurale ñoo fa nekk mën naa la ci jox ko exemple man Koungheul laa dëkk département Koungheul sax assainissement ba doy na waar waaye nag rawatina soo alentour de Koungheul dëkk yi wër Koungheul yëpp xam nga Koungheul moom amul tali Koungheul moom benn tali moo fa am mooy route nationale tali yi ko wër yëpp dañoo dagg surtout nawet bi jotee nii dañuy dagg nit ñi pour ñu transporter malade indi ko Koungheul sax day xaw a jafe nit ñi pour ñu dem Koungheul jandi seeni garab day xaw a jafe te loolu doy waar goo xamante ne est-ce que tali piste rurale yooyu dagg bi ñu dagg étage mu ngi ko tuuraale ci xaalis bi mu dimbalee inondation bi wala déet wala damay ragal ñu yemale ko ci Dakar ak capitale régionale yi fekk majorité département yi Sénégal piste rurale ñoom lañ jëfandikoo te dafa dagg. Monsieur Sakho, que faisons-nous de nos eaux usées? Est-ce que nous avons des stations d'épuration? Est-ce que nous avons des usines de valorisation des eaux usées? Comme nous le savons aujourd'hui, grâce au recyclage, les eaux usées peuvent être réutilisées pour la production d'énergie, l'arrosage des espaces verts et les jardins, et irriguer même les cultures. Le premier qui dit mais l'assainissement s'arrête seulement à Dakar et les autres villes et les autres villages. Et puis le deuxième, c'est la réutilisation éventuelle des eaux usées, effectivement, qui peuvent servir à beaucoup de choses. Voilà, je vais répondre sur la deuxième à Chirmbaki, il a parfaitement raison. Les eaux usées peuvent être utilisées pour faire de l'énergie, les eaux usées peuvent être utilisées comme intrants, comme de l'engrais fertilisant. Les eaux usées peuvent être utilisées pour recycler les eaux pour de l'arrosage. Et ça, nous le faisons déjà. Donc, nous avons bien des stations de traitement. Nous avons un programme qu'on appelle programme de structuration du marché des boues de vidange et dans lequel on arrive à utiliser les eaux pour faire de l'énergie, pour faire des engrais que nous vendons à des maraîchers et pour faire de l'arrosage. Donc, cette problématique, elle est bien prise. Vous-même en tant qu'ONAS? Oui, nous-mêmes en tant qu'ONAS. On a une société qui fait... On a des stations qui font ça. Plus, c'est que derrière, et c'est ce qu'on appelle la valorisation des eaux, nous avons contracté avec un secteur privé qui a créé des emplois à travers ça. D'accord? Donc, ça marche assez bien à ce niveau-là. Mais pas quand même à une grande échelle. Non, c'est encore timide. On était dans une phase pilote et là, nous sommes passés justement à l'échelle nationale avec deux sociétés qui ont été créées, à qui nous avons délégué la gestion des stations de boues de vidange et qui prennent en charge aujourd'hui toutes les stations de Dakar. Ils prennent Mbour et Joal, ils prennent Touba, ils vont prendre Louga. Quelles sont ces sociétés?
Elle s'appelle Delvic, c'est une société purement sénégalaise. D'accord. Et je pense, en parenthèse, c'est comme ça qu'on crée des champions, accompagner les entreprises sénégalaises, les monter en puissance et montrer qu'on peut faire des choses qui peuvent marcher. Et c'est une expérience unique en Afrique qui n'existe qu'au Sénégal. L'assainissement, c'est juste fait pour Dakar ou l'intérieur du pays? On devrait prendre en charge Bokidiawe, je crois. Oui, par exemple. Par exemple, oui, c'est ça. On vous y attend. Oui, mais vous savez, Mamoudou... Parce qu'il y a même une sorte de phénomène d'inondation qui commence à se constituer du côté de Bokidiawe. J'y étais il n'y a pas longtemps. Non, c'est très nouveau ça. Bon, répondez. Et c'est valable pour d'autres villes et villages du Sénégal. Je pense que, j'en remercie le bon Dieu, j'ai eu la chance de travailler dans l'eau en milieu rural dans le passé. Il y a une très grosse césure qui existe aussi bien dans l'assainissement que dans les eaux pluviales, dans l'assainissement que dans l'approvisionnement en eau entre Dakar et les autres régions. Je crois que le président l'a très bien compris. C'est pour ça que la première fois depuis les indépendances, vous allez avoir une station à Matam. C'est la première fois depuis les indépendances que vous allez également avoir une station à Tambacounda, vous allez en avoir à Kaffrine, vous en allez avoir à Sédhiou. C'est la première fois qu'on commence à dire, tiens, les villes de l'intérieur existent. C'est un pas déjà de dire, l'intérieur du pays compte, il faudrait qu'on commence à les prendre en charge. C'est également la raison pour laquelle on a dit à l'ONAS de s'occuper de l'assainissement en milieu rural. Il y a juste 1 an et demi. Avant, l'ONAS ne traitait pas les problèmes de l'assainissement en milieu rural. Donc je pense qu'il y a une forte volonté. Mais quand on dit office national, quand même, ça doit être national. Office national, mais l'ONAS travaille uniquement dans les zones urbaines. Aujourd'hui, un pas a été franchi, un texte a été pris. Ça veut dire que cette volonté politique de prendre l'arrière-pays en charge existe bel et bien. On devrait faire beaucoup plus d'efforts. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de pression sur Dakar, la capitale? Tout se passe à Dakar. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de l'assainissement, une problématique d'aménagement du territoire, mais aussi, oui, on a quand même d'autres pays, et d'ailleurs le premier à poser la question le dit, on n'est pas allé jusqu'au bout de ces interrogations, qui dit, bon, si on observe, même en Afrique, il y a quand même des villes, de nouvelles villes qui ont été créées et qui ont permis de soulager un peu la capitale. Pourquoi le Sénégal ne s'inscrit pas dans cette logique? Ben justement, je pense qu'il faut arriver à décongestionner Dakar. Et c'est de là quand je parlais de pression urbaine. C'est ça que je parlais. Oui, et la crainte, c'est que Diamniadio risque de ne pas décongestionner Dakar. Je pense qu'au-delà... Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin pour cette nouvelle ville-là qu'on veut créer? Ça va au-delà de décongestionner Dakar. C'est dans une logique d'arriver à créer de la richesse à l'intérieur du pays pour que les populations ne se ruent pas dans les villes. Et c'est tout le bon sens de ce qu'on appelle le PUDC. On donne de l'eau aux populations, on fait des pistes de production agricoles, on donne l'électricité, ça permet de fixer les gens pour qu'ils restent dans les campagnes. Et c'est également toute la logique du programme des 100 000 logements qui va travailler dans une logique de décongestionner Dakar et de construire les cités dans les zones qui ne sont pas fortement occupées. En effet, c'est une grosse problématique. Je pense qu'il reste les 10 milliards. Est-ce que c'est Dakar seulement? Je pense qu'il faut qu'on comprenne que les 10 milliards, c'est pour régler un problème ponctuel. Un problème ponctuel dû à un phénomène inhabituel. D'accord? Le plus important, c'est qu'est-ce que nous allons faire derrière. On ne souhaite pas avoir à donner 10 milliards de francs. Ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'il pleuve et qu'il n'y ait pas de dégâts qui puissent nous pousser à donner 10 milliards de francs CFA. Et ça, en le faisant, il faudrait qu'on continue ce que nous sommes en train de faire et il va continuer, c'est investir dans les ouvrages structurants. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème institutionnel pour l'ONAS? On sait qu'au niveau gouvernemental, il y a un ministère de l'eau et de l'assainissement, mais vous êtes également quelque part connecté avec les collectivités locales, si j'ai bien compris, vous êtes connecté peut-être à l'aménagement du territoire, à l'équité territoriale. Vous n'avez pas un problème institutionnel qui vous ligoterait un peu? C'est une question. Bon, je pense que la question de l'assainissement a toujours été problématique. Dans certains pays, le ministère de l'assainissement est rattaché au ministère de l'urbanisme.
Ici, il est rattaché au ministère de l'eau et de l'assainissement. Et je l'urbanisme pense que aussi. dans le passé, J'avais oublié l'urbanisme. et dans le Oui. passé, l'ONAS avait été rattaché à divers autres ministères. Je pense que la question du positionnement de l'assainissement dans nos pays a toujours été très, Vous êtes très ballotté. problématique. Je ne peux pas dire ça comme ça. Est-ce que ce n'est pas un manque de vision aussi quelque part? Non, on ne peut pas dire que c'est un manque de vision. On ne peut pas investir 200 milliards de francs CFA sur des ouvrages. Mais quand une structure comme l'ONAS est ballottée entre plusieurs ministères, c'est quand même un problème. Non, on n'est pas ballotté entre plusieurs. On n'est pas ballotté. L'ONAS est sous la tutelle du ministère de l'eau et de l'assainissement. C'est que c'est un métier transversal, l'assainissement, en réalité. Je crois plutôt ce que devrait être fait, c'est renforcer le dialogue. Renforcer le dialogue entre l'ONAS et le ministère de l'urbanisme. La Géroute également. La Géroute a les mêmes problèmes que l'ONAS en réalité. Mais je pense qu'en renforçant le dialogue, et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ça permettrait d'être plus efficient. Mais je ne pense pas qu'on parle de ballottage. Quand je vous dis cette année, par exemple, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'APIX, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Géroute dans le cadre du programme de lutte contre les inondations, ce qui ne se faisait pas dans le passé. Al-Fadilou Mboup, j'aimerais savoir où se situe le problème entre Touba et l'ONAS. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on a quand même entendu Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha, vous interpeller à l'occasion d'une visite que vous lui avez rendue et vous montrer qu'il n'était pas content. Quel est le problème? Il n'y a pas un problème entre l'ONAS et Touba, comme il n'y a pas de problème entre l'ONAS et Kaolack. Je pense que tout citoyen a le droit de poser des questions sur l'avancement d'un projet. C'est normal. Et quand un citoyen pose des questions sur l'avancement d'un projet, notre rôle, c'est d'apporter la clarification. Oui, c'est quoi la clarification? C'est demander où est-ce que vous en êtes sur ce projet, est-ce que ça avance, est-ce que n'importe quel citoyen me demanderait, Monsieur Sakho, où est-ce que vous en êtes sur ce projet? Oui, vous en êtes où pour Touba? Pour Touba, c'est le premier projet d'assainissement en eau usée de la ville de Touba depuis sa création. Je pose bien mes mots. Depuis sa création, c'est le premier projet qui est exécuté dans le cadre du projet des 10 villes et qui est en train de dérouler. Nous avons un projet identique dans le cadre des 10 villes que nous sommes en train de dérouler très à rapidement, Tivaouane. de mémoire, quelles sont ces villes? Touba, Tivaouane, oui. Vous avez Touba, vous avez Tivaouane, oui. Vous avez Matam, vous avez Tambacounda, vous avez Louga, vous avez Cambérène, vous avez Pikine, vous avez Rufisque. Oui, vous avez, j'ai oublié les deux autres. Il y a une dizaine de villes. Et c'est dans ce cadre qu'une demande de clarification a été faite. Et le maire de Matam m'aurait demandé, M. Sakho, où est-ce que vous en êtes sur ce projet? J'aurais utilisé exactement la même démarche, prendre la demande et envoyer une équipe pour expliquer, nous en sommes là. Mais Touba, c'est aussi la Magal qui va arriver. On peut imaginer qu'il pourrait se poser quelques problèmes d'assainissement, ne serait-ce que pendant cette période. Mais Touba, c'est le Magal, c'est également ce que nous avons l'habitude de faire. Oui. Envoyer des camions pour vidanger les fosses septiques et mettre à disposition de ces populations mettre à disposition des toilettes mobiles. C'est ce que nous faisons chaque année quand il y a le Magal. Naturellement, ça tombe dans une période hivernale. Nous allons peut-être doubler afin avoir beaucoup plus de vigilance. Alors, on va prendre 2 minutes. C'est des questions courtes qui appellent des réponses courtes. Des infrastructures sources de blocage de l'eau ou de ruissellement. Est-ce que l'arène nationale de lutte vous pose problème? Est-ce que le TER vous pose problème? Est-ce que le BRT vous pose problème? Est-ce que l'État n'est pas responsable des inondations avec ces infrastructures d'envergure? Je ne peux pas dire ça. Le BRT, nous avons un comité de pilotage et le gouverneur le préside. Et nous discutons de tous les problèmes qui peuvent arriver. Je pense que quand on n'est pas dans le système, donc sur le BRT, il n'y a pas de souci, on travaille tous ensemble dans un comité présidé par le gouverneur de Dakar pour avoir une cohérence ensemble. Le BRT ne pose pas de problème. L'APIX, il faut entrer dans une cuisine pour casser un verre. Nous voulons améliorer la circulation de Dakar. Naturellement, pendant la phase de déroulement des projets, il peut y avoir des soucis. Et c'est pour ça que cette année, en 2020,
On s'est assis avec l'APIX, on a vu quels sont les problèmes et la plupart des points de pompage mis à Rufisque particulièrement par l'APIX, le travail a été fait par l'ONAS. Et c'est l'APIX qui nous a dit, sur ce point, il faut qu'on soit vigilant, sur ce point, il faut qu'on soit vigilant. N'oublions pas encore une fois, c'est parce qu'on a eu une pluviométrie très, très importante. Il faut supprimer le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est ce que réclament certains leaders de l'opposition. Vous avez dit certains leaders de l'opposition, donc je préfère ne pas répondre à cette question. Oui, mais il pose le problème parce qu'en 2012, quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, il a supprimé le Sénat. Je préfère ne pas répondre à cette question. Très bien. C'est une question sensible? Non, il n'y a pas de question sensible pour moi. Alors, Dakar est assise sur une bombe hydrique. C'est ce que m'avait confié il y a quelques années feu le ministre Ahmad Sall. Cela vous interpelle? Bombe hydrique, on parle de l'eau. Bombe hydrique, c'est la même chose, c'est la forte urbanisation. Mais KMS... Quand on dit bombe, ça fait peur. Ça veut dire qu'on doit être alerte pour que la catastrophe ne se produise pas. Quand on parle d'hydrique, on parle de l'eau. Oui. D'approvisionnement en eau. Oui. Et je pense que le projet du KMS3 va permettre de régler théoriquement tous les problèmes d'approvisionnement en eau de la ville de Dakar. On peut dormir tranquille. On peut dormir tranquille, je crois. Le directeur général de la SONES aurait confirmé qu'on peut dormir tranquille quand le projet KMS3, qui fait venir sur Dakar 200 000 m3 d'eau additionnelle par jour, je pense qu'on peut dormir tranquille sur l'approvisionnement en eau sur la ville de Dakar. Même s'il y a des populations qui ne dorment pas, du sommeil des justes aujourd'hui parce qu'inondés. Oui, même s'il y a des populations qui ne dorment pas, et nous compatissons fortement. Et nous mettrons en œuvre tous les moyens pour arriver à résoudre ces difficultés dans les plus brefs délais. Le DG de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, Lansana Gagny Sakho, était l'invité de ce jury du dimanche. iRadio, première radiovision du Sénégal, et ITV, iMédia SN est également présent pour vous faire le compte-rendu de cette émission avec Babacar Fall et Abdoulaye Silla pour la photo. Merci à toute l'équipe technique, Abdoulaye Ndiaye, Ibamar pour la prise de son, Abdoulaye Ndiaye réalisateur et tous les autres techniciens. Ils sont nombreux, machallah, comme on dit. Réseaux sociaux, Biram Pouy, Mamadou Diagne. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.